Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. C'est vendredi, il est 11 h, c'est l'heure de la conférence de presse Info Coronavirus. Et nous allons, pour ne pas changer, commencer par un état des lieux des chiffres. Et c'est le docteur Ivan Latem qui va commencer. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en résumé, l'augmentation du taux d'infection se poursuit. Elle se produit dans tous les groupes d'âge et actuellement dans la plupart des provinces du pays. Le nombre d'hospitalisations reste stagné autour des 180 à 200 par jour. Le nombre de décès, lui, continue à diminuer, mais plus lentement. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, au nombre de nouveaux cas, nous avons en moyenne, sur les 7 derniers jours, eu chaque jour 2445 nouveaux cas, ce qui représente une augmentation de 12%. Cette augmentation s'accélère, comme vous pouvez vous en rendre compte si on compare aux chiffres des dernières conférences de presse. Elle se produit principalement en Flandre et en Wallonie, en raison de 16% pour la Flandre et 7% pour la Wallonie. Actuellement, seul Bruxelles a encore une baisse qui est de l'ordre de 5%, mais qui là aussi est de moins en moins prononcée par rapport aux derniers jours. Si on voit la carte des différentes provinces, on voit que dans la plupart des provinces, ces chiffres sont en augmentation, sauf dans le Brabant flamand, avec moins 6%, moins 4% pour le Luxembourg et moins 5% pour la région de Bruxelles-Capitale. C'est dans la province d'Anvers, avec plus 26%, que cette augmentation est la plus prononcée. Si on s'intéresse au nombre en absolu de nouveaux cas diagnostiqués, le plus grand nombre de cas est toujours détecté, comme depuis un certain nombre de jours, dans la province d'Anvers, suivi par les deux Flandres. Cette augmentation se produit toujours dans les différentes tranches d'âge. Ce sont essentiellement les tranches d'âge des 20 ans, des 40 ans et des 50 ans qui sont les plus touchées. Nous vous parlons beaucoup des enfants ces derniers temps, des enfants entre 0 et 9 ans, et nous vous avons dit, et nous vous disons aujourd'hui, qu'il y a effectivement eu une augmentation sur base hebdomadaire de 34%. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que cela signifie exactement, parce que là, ça semble spectaculaire, une augmentation d'un tiers. Nous venons d'une part de valeurs qui sont extrêmement basses à la sortie des vacances de Toussaint. D'autre part, cette tranche d'âge correspond toujours actuellement à un nombre 3 fois moins élevé que celui présent dans la population générale. Enfin, si on se fie aux données qui sont celles de l'enseignement en Wallonie, on se rend compte qu'actuellement, l'absentéisme pour cause de maladie au niveau des professeurs comme au niveau des élèves est tout à fait normal par rapport à la période du mois de décembre. Et donc, il n'y a pas d'emballement de la situation, alors que nous sommes, je dirais, heureusement, à la veille des 15 jours de vacances de Noël qui devraient fortement jouer un rôle dans le refroidissement, si on peut dire, de la transmission. Au niveau des hospitalisations, et comme on le voit sur la nouvelle diapositive, il y a eu en moyenne 184 nouvelles admissions par jour. On avait 188 sur base de la semaine qui a précédé, et donc on se rend compte que nous plafonnons pratiquement avec une faible diminution de l'ordre de 2%. Ces hospitalisations sont en augmentation essentiellement même dans les provinces flamandes, et on a au niveau de la province d'Anvers, où, je vous le rappelle, on avait le plus de nouveaux cas et le plus de cas en nombre absolu, une augmentation des hospitalisations de l'ordre de 27%. Elle est de l'ordre de 3% en Flandre occidentale et dans le Limbourg. Ceci nous amène à avoir actuellement au total en Belgique 2687 patients hospitalisés pour Covid, dont 561 en soins intensifs. Ceci correspond encore à une diminution de l'ordre de 15% par rapport à la semaine qui a précédé. En s'intéressant cette fois-ci aux décès, on le voit bien dans la forme de la courbe, on a effectivement là aussi une tendance à la stagnation, puisque nous avons en moyenne 93 décès à déplorer par jour, ce qui n'est inférieur que de 6% aux données de la semaine précédente.
Cette stagnation, elle est présente, comme vous le voyez, dans la plupart des indicateurs dont on vous parle à chaque conférence de presse. Déjà, la semaine passée, nous avons demandé à tout le monde de faire un effort supplémentaire, effectivement, car on se rend compte que beaucoup de personnes sont motivées sur le fait d'appliquer les règles, qu'un certain nombre ne veulent pas les appliquer adéquatement, mais que peut-être un certain nombre de personnes qui sont motivées pour les appliquer ne se rendent pas compte que par des gestes de la vie quotidienne, mais d'une certaine manière, elles transgressent malgré tout les règles en question. Nous nous rendons compte, entre autres, que la mobilité dans le pays, on vous en a parlé à plusieurs reprises, a plutôt tendance à stagner. Parfois, elle descend un petit peu. Parfois, malheureusement, comme la semaine précédente, elle est à nouveau remontée un petit peu. Et donc, ceci nous montre que, globalement parlant, entre autres indicateurs, montre un trop grand nombre de contacts potentiels entre individus. Nous sommes, d'une certaine manière, sur une crête. Et sur cette crête, eh bien, soit nous pouvons essayer de continuer notre chemin sans glisser, soit, effectivement, nous avons une tendance à glisser. Et certains vous diront que cette tendance à glisser est déjà présente actuellement, mais nous pensons tous qu'il y a encore moyen de se rattraper, de ne pas continuer sur une pente de manière rapide vers des chiffres qui seraient nécessairement suivis par des mesures plus sévères prises au niveau de la rupture des chaînes de transmission. Ceci, c'est quelque chose qui est important parce que c'est en réduisant au maximum nos contacts que nous réduirons la propagation du virus. Et dans les petits gestes que nous faisons, en employant le téléphone plutôt qu'en allant voir quelqu'un, en renonçant éventuellement à une rencontre et en la postposant à un moment plus adéquat, eh bien ces petits gestes peuvent bâtir quelque chose d'important. Il y a un dicton populaire qui dit « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Je pense qu'il est parfaitement d'application dans la situation actuelle, puisque c'est les petites choses que chacun d'entre nous peut faire qui vont contribuer à ce que nous ayons, in fine, un résultat favorable pour l'entièreté de la population. Alors vous savez que le thème du vendredi est traditionnellement celui des maisons de repos, et donc nous n'allons pas manquer à cette tradition. Tout comme dans la population générale, on constate une légère augmentation du nombre d'infections dans les maisons de repos. Heureusement, le nombre de foyers significatifs est en légère diminution, lui. On peut considérer actuellement que dans le pays, on a un peu moins d'un tiers des maisons de repos qui ont un cas au moins de patients Covid positifs et qu'on a à peu près 10% qui ont plus de 10 cas positifs. Si on s'intéresse au premier graphique que vous voyez là, on se rend compte que pour les nouveaux cas, pour 1000 résidents en maison de repos, il y a une légère augmentation dans les 3 régions, mais elle est extrêmement faible. La Flandre est ainsi passée de 15,3 à 17,1, la Wallonie de 14 à 14,2 et Bruxelles de 6,3 à 9. Si on s'intéresse cette fois-ci sur l'autre graphique aux maisons de repos dans lesquelles il y a plus d'un cas Covid positif, puis on se rend compte que les 3 régions sont extrêmement proches. Vous voyez que les 3 courbes vertes ou noires sont pratiquement sur le même point. On a 27 à 28% de maisons de repos avec au moins un cas Covid positif, ce qui est une petite modification par rapport à la semaine précédente, une petite diminution pour la Flandre, une petite augmentation pour la Wallonie et une stagnation pour la région de Bruxelles-Capitale. Si on s'intéresse cette fois-ci aux maisons de repos qui ont plus de 10 cas, on se rend compte qu'il s'agit de 13% d'entre elles en Flandre, ce qui est un statu quo, de 8% en Wallonie, venant de 10%, donc une petite amélioration, et de 3% venant de 6%, donc une plus nette amélioration au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Ceci ne doit pas masquer le fait que nous avons dépassé cette semaine le cap des 10 000 décès chez les résidents en maison de repos. Nous sommes arrivés actuellement à 10 270 décès. Ceci veut dire que les maisons de repos ont payé un tribut de 56% du total des décès Covid dans notre pays. Et cette augmentation légère continue à se produire actuellement. Il est donc clair que la situation dans les maisons de repos reste précaire, reste difficile et que, à cette occasion, nous tenons à remercier les équipes mobiles qui sont venues
à l'aide et des structures sur place, parfois effectivement extrêmement fatiguées par les efforts déployés depuis des mois et des mois. À côté de ce message traditionnel du vendredi, 2 petits messages supplémentaires. Le premier, vous le voyez sur la diapositive, concernant ce qu'on appelle pudiquement des couvre-bouches. Alors nous avons remarqué ces dernières semaines que plusieurs personnes tentent de nouveau à employer ce type d'engin, j'ai envie de dire. Ceci représente un réel risque pour elles et surtout pour les autres. Comme on le voit très bien sur cette diapositive, ce couvre-bouche ne couvre pas grand-chose. Il est juste présent à quelques centimètres devant vos lèvres et ne couvre pratiquement rien par rapport au nez. Et donc, en pratique, il n'évite pas la transmission d'une partie des grosses gouttelettes. Il n'évite absolument pas la transmission des microparticules. Et donc, il donne une protection qui peut être considérée comme négligeable vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage. Donc, s'il vous plaît, n'employez pas ce genre de choses. Employez de réels masques, qu'ils soient en tissu ou qu'il s'agisse de masques chirurgicaux. Et je voudrais à cette occasion-là aussi briser une lance sur le fait de ne pas employer ou de ne plus employer des écharpes, par exemple, ou d'autres structures en tissu extrêmement lâches et peu serrées, qui sont des structures qui ne permettent pas d'avoir une filtration adéquate du virus vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Dernier point de la journée, c'est rappeler la problématique du timing entre le début des symptômes que vous ressentez et le moment où vous faites appel à votre médecin traitant. On se rend compte actuellement encore que ce timing est trop prolongé, de l'ordre de 2 jours et quelques. On comprend bien que, psychologiquement parlant, on se pose d'abord la question de savoir est-ce que vraiment j'ai quelque chose, je vais attendre un petit peu, je vais prendre un peu de paracétamol. Malheureusement, dans la situation actuelle, où chaque cas que l'on peut dépister entraîne un suivi beaucoup plus adéquat par dépistage des cas à haut risque qui vous entourent, il est important de, aussi vite que possible, contacter votre médecin traitant. Il est important que dès que vous ressentez un des symptômes qu'on a déjà souvent rappelés, anosmie, trouble du goût, syndrome grippal, sensation de fatigue importante, maux de tête importants, toutes choses différentes des habitudes que vous avez, vous contactez votre médecin traitant et vous mettez, vous, volontairement en quarantaine, en attendant qu'il vous confirme bien que ceci justifie un test de dépistage. C'est à nouveau le même principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est en prenant ce type de précautions que vous permettrez de réduire au maximum la transmission. Actuellement, en Belgique, il y a très peu de virus hivernaux classiques qui circulent. La grippe n'est pas encore parmi nous. Les virus classiques qui touchent les enfants sont peu présents. Et donc, il faut partir du raisonnement que tout symptôme viral, dit grippal d'habitude en hiver, est lié probablement au coronavirus et donc agir en adéquation. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De toename van de besmettingscijfers zet zich jammer genoeg door. De besmettingen stijgen bij alle leeftijden en in de meeste provincies. Het aantal ziekenhuisopnames blijft schommelen tussen de 180 en 200 opnames per dag. Gelukkig kent dit voorlopig nog geen duidelijke stijging. Het aantal COVID-overlijdens daalt nog heel traag. De afgelopen week werden er gemiddeld 2445 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. En dat is een verdere stijging van +12% op weekbasis. We zien dus jammer genoeg een versnelling van de toenames. Deze stijging doet zich voornamelijk voor in Vlaanderen, maar nu ook in Wallonië, met respectievelijk +16% in Vlaanderen en +7% in Wallonië. Enkel in Brussel is er nog een daling van -5%. Maar ook in Brussel vertraagt deze daling.
In de meeste provincies stijgen de besmettingen, behalve in Vlaams-Brabant en Luxemburg. De stijging is het meest uitgesproken in de provincie Antwerpen met plus 26%. In absolute aantallen zien we het meeste aantal besmettingen nog steeds in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De toename van de besmettingen doet zich nu voor bij alle leeftijdsgroepen. Bij kinderen onder de 10 jaar stijgt dit nog steeds het sterkst met 34% op weekbasis. Maar het blijven weliswaar de 20ers, 40ers en 50ers waar we het grootste aantal besmettingen vaststellen. De stijging bij kinderen lijkt spectaculair, maar het is belangrijk om u eraan te herinneren dat we van erg lage waarden komen sinds de herfstvakantie. En ook op dit moment ligt de besmettingsgraad bij kinderen bijna 3 keer lager dan in de algemene bevolking. De voorbije 7 dagen waren er gemiddeld 184 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is nog slechts een kleine daling van 2% op weekbasis. In een aantal Vlaamse provincies stijgt het aantal ziekenhuisopnames wel. Dit is onder andere het geval in Antwerpen met plus 27% op weekbasis, maar ook in West-Vlaanderen met plus 3% en in Limburg ook met plus 3%. Er liggen nu 2687 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat is nog een lichte afname van 9%. En 561 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is nog een afname van 15%. De overlijdens lijken ondertussen ook te stagneren. Gemiddeld vielen er de voorbije 7 dagen 93 overlijdens per dag te betreuren. En dat is nog slechts 6% minder dan de week ervoor. Verleden week hebben we opgeroepen om een tandje bij te steken. Uit bevragingen blijkt dat de motivatie bij veel mensen nog steeds erg hoog is om de maatregelen te volgen. We zien dat de mobiliteit in België vorige week weer lichtjes is toegenomen in vergelijking met de week daarvoor. Maar deze toename was vooral te zien in het begin van de week. De tweede helft van de vorige week is de mobiliteit eerder gestabiliseerd of zelfs licht afgenomen. Het is belangrijk om er u aan te herinneren dat we nog steeds op een kantelpunt zitten, waarbij de curve snel kan doorslaan in de goede of de slechte zin. Het virus krijgt een kans om over te springen bij elk contact, hoe verleidelijk en onschuldig het ook kan lijken. Elke keer dat we beslissen om niet op bezoek te gaan bij die extra persoon, of om elkaar enkel via telefoon of computer te spreken, kunnen we helpen om de curve weer naar beneden te doen trekken. Vele kleintjes kunnen samen een groot maken. Wanneer vele mensen een kleine inspanning doen, heeft dat een groot effect op de curve. Dat is een wiskundig feit dat aantoonbaar is in onze modellen. Je kan dit vergelijken met afvallen. Elk pondje gaat door het mondje. Elke kleine inspanning maakt een verschil. We geven ook deze vrijdag een update rond de situatie in de woonzorgcentra. En net zoals in de algemene bevolking zien we jammer genoeg de voorbije week ook weer een lichte stijging van het aantal besmettingen in de woonzorgcentra. Gelukkig zien we wel dat het aantal uitbraken heel lichtjes daalt. Momenteel kampt minstens 1/3 van de woonzorgcentra, of kampt 1/3 van de woonzorgcentra met minstens 1 COVID-geval.
En ongeveer 1 op 10 van de woonzorgcentra heeft te maken met een grote uitbraak. Op deze figuur kan u het aantal nieuwe besmettingen zien per 1000 bewoners per week. En in de voorbije week werden in de Vlaamse woonzorgcentra 17,1 nieuwe besmettingen per 1000 bewoners vastgesteld. Dat is hoger dan de week ervoor, toen waren dat er 15,3 op 1000 bewoners. In Wallonië werden er 14,2 besmettingen op 1000 bewoners vastgesteld, tegenover 14 ervoor. Dat is min of meer een stabilisatie. En in Brussel waren er 9 besmettingen op 1000 bewoners, tegenover 6,3 ervoor. Dat is een duidelijke stijging. 28% van de Vlaamse woonzorgcentra heeft minstens 1 COVID-geval gerapporteerd de voorbije week. Vorige week was dat iets hoger met 33%. In Wallonië heeft 27% van de woonzorgcentra minstens 1 geval gerapporteerd, tegenover 32% in de week ervoor. En in Brussel was dat 27% tegenover 26% in de week ervoor. Het aantal grote uitbraken met 10 of meer gevallen blijft stabiel in Vlaanderen, maar daalt in Wallonië en Brussel. 13% van de Vlaamse woonzorgcentra kampt momenteel met een grote uitbraak. Dat is vergelijkbaar met vorige week. In Wallonië is dat het geval voor 8% van de woonzorgcentra, tegenover 10% in de week ervoor. En in Brussel is dat het geval bij 3% van de woonzorgcentra, tegenover 6% ervoor. Deze week hebben we jammer genoeg opnieuw een trieste kaap overschreden, namelijk de kaap van 10.000 overlijdens bij bewoners van woonzorgcentra. Om precies te zijn gaat het ondertussen om 10.270 overlijdens. En dat is 56% van alle COVID-overlijdens sinds het begin van de pandemie. En jammer genoeg zien we ook deze week dat het aantal overlijdens van bewoners in woonzorgcentra opnieuw licht is toegenomen. De situatie in de woonzorgcentra blijft daarmee nog steeds precair. En om af te sluiten zouden we deze week ook nog eens speciaal de mobiele Outbreak Support Teams willen bedanken voor hun maandenlange steun aan de woonzorgcentra. Hou vooral vol. Vervolgens zouden we ook nog een opmerking willen maken betreft het gebruik van spatmaskers. We merken de laatste weken dat verschillende mensen opnieuw spatmaskers beginnen te gebruiken als alternatief voor een mondmasker. Dat houdt een risico in, want spatmaskers beschermen niet tegen een besmetting met COVID-19. Aan de bovenkant zijn ze immers volledig open en houden ze dus weinig druppels tegen. Ze geven geen goede bescherming, noch voor de drager, noch voor de mensen om u heen. Gebruik dus altijd een stoffen mondmasker of een chirurgisch mondmasker dat uw mond en uw neus goed afdekt. En ten laatste ook nog een herinnering betreft het laten testen bij het optreden van symptomen. We horen nog steeds heel vaak dat mensen te lang wachten of aarzelen om zich te laten testen wanneer ze symptomen van COVID ontwikkelen. Gemiddeld zit er nog steeds 2 volle dagen tussen het begin van de symptomen en de consultatie van de huisarts. En dat is te veel, want juist in die eerste dagen zijn we het meest besmettelijk. Wacht dus niet af om te zien of het vanzelf overgaat, maar bel uw dokter en laat u zo snel mogelijk testen. Zo helpt u uzelf, maar vooral ook de mensen in uw omgeving het beste. Er circuleren op dit moment heel weinig andere virussen dan het coronavirus. Indien u dus symptomen van een verkoudheid of van een griep heeft,
moet u ervan uitgaan dat dat COVID is, tenzij anders bewezen via een test. Dank u voor uw aandacht. Les vacances de Noël sont sur le point de commencer pour les élèves, les étudiants, et de nombreuses personnes pourront profiter de cette période de repos bien méritée. Le moment idéal pour se détendre, et on en a besoin certainement après une telle année. Cette période sera différente de celle des années précédentes, soit, mais ne nous laissons pas abattre. On en a vu d'autres, je pense, cette année, et plutôt que de ne regarder uniquement ce que nous ne pourrons pas faire, et nous ne le ferons pas pour de bonnes raisons, pour l'autre, eh bien, focalisons-nous plutôt sur ce que nous pouvons réaliser en toute sécurité, et de cette manière avancer positivement vers 2021. Ce moment de l'année, c'est la période des souhaits. Et pour 2021, non seulement nous pouvons nous souhaiter une bonne santé, mais nous pouvons tous concrètement y contribuer par nos actions dans les jours à venir. Le Belge est solidaire. Au cours de l'année écoulée, on l'a constaté, vous y avez participé, de nombreuses initiatives de solidarité ont vu le jour. Cela a contribué à la résilience de notre société. La fin de l'année, c'est une période vécue par certains comme un moment festif. D'autres la vivent plus difficilement. Notre unité reste plus que jamais importante. Donc un coup de téléphone, une carte, un message de soutien à une personne impactée, à son commerçant pour dire qu'il pourra compter sur nous, un coucou derrière la fenêtre, des biscuits maison, plus ou moins réussis, apporter un proche, ce sont tant de petits gestes qui peuvent faire la différence. Comme l'a dit dernièrement le ministre de la Santé, nous devons garder nos distances, mais nous ne devons pas nous éloigner. Nos liens sont importants et c'est plus que jamais vrai dans les jours à venir. Malgré tout, on doit prendre en compte le fait que le risque de transmission du virus est important, certainement lorsqu'on partage un repas ou une soirée. Et c'est pour cette raison que cette année, nous devrons partager ces repas, ces soirées en petits comités. Pour limiter le risque de flambée des contaminations, nous passerons cette année pour la plupart ce Noël entre membres du même foyer, en ayant éventuellement invité une personne proche vivant seule. Les personnes vivant seules, on y pense beaucoup en cette période. Elles ont parfois aussi du mal à se déplacer, elles aiment aussi recevoir. Et donc, petite exception faite pour elles, pour le soir du 24 ou du 25, elles peuvent recevoir 2 contacts rapprochés. On rappelle aussi que les enfants de moins de 12 ans comptent dans ces contacts rapprochés qu'on peut inviter à la maison. Cela veut dire que se rendre chez un parent âgé avec plusieurs petits-enfants n'est pas du tout recommandé parce que c'est trop risqué pour ces personnes plus âgées. Ces règles sont contraignantes. Elles nous obligent cette année à changer nos habitudes, à montrer notre capacité d'adaptation, mais elles sont là pour la santé de chacun d'entre nous. Et c'est un geste, un cadeau qu'on peut offrir aux femmes, aux hommes qui travaillent sans relâche dans les hôpitaux, dans le secteur de soins, pour que, pour elles aussi, ce début 2021 commence sous les meilleures dispositions. Merci. Goedemorgen. Straks begint de kerstvakantie voor de scholieren. En ook veel volwassenen zullen de komende 2 weken kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Het is het ideale moment om tot rust te komen, want na zo'n bewogen jaar kunnen we dit allemaal wel goed gebruiken. Maak er de komende weken een warme periode van. Het zal inderdaad anders zijn dan de andere jaren. Maar focus op wat wel kan en niet wat op eenmalig niet kan. Op deze manier maken we er toch een gezellige periode van en zetten we een positieve en hoopvolle stap richting 2021. Dit jaar kunnen we elkaar niet enkel een gezond jaar toewensen, we kunnen er ook allemaal toe bijdragen door ons de komende dagen, weken te houden aan de maatregelen. Het afgelopen jaar waren er heel veel initiatieven van solidariteit. Dit heeft gezorgd voor een weerbare samenleving. Ook in deze feestelijke, maar ook donkere periode is samenhorigheid enorm belangrijk. Het verschil tussen een feestelijke en een donkere sfeer zit hem soms in kleine dingen. Een telefoontje, een kaartje, vers gebakken koekjes of een plaatje aanvragen tijdens de warmste week van Studio Brussel. Zoals de minister van Volksgezondheid het verwoordde, we moeten afstand houden, maar we mogen elkaar niet loslaten.
En dit geldt zeker in deze feestelijke periode. Vandaar dat mensen die alleen wonen op 24 of 25 december naast het knuffelcontact nog 1 extra persoon thuis mogen uitnodigen. Deze uitzondering moet ervoor zorgen dat niemand ongewild de feestdagen alleen moet doorbrengen. Gezinnen kunnen 1 knuffelcontact uitnodigen. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen ook als een knuffelcontact. Een knuffelcontact dat samen met de kinderen een bezoekje brengt aan de oma of opa is momenteel een te groot risico en daarom ook niet toegestaan. Deze regels zijn absoluut niet aangenaam. Dat beseffen we en ondervinden we allemaal. Maar ze zijn er voor de volksgezondheid en gaan ervoor zorgen dat 2021 snel beterschap gaat brengen. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan tot de vragen van de journalisten die we hebben ontvangen. De grootste stijging van het aantal besmettingen zit nog steeds bij de 0 tot 9-jarigen. Wat is de verklaring daarvoor? Heeft het eventueel te maken met de nieuwe teststrategie? De verklaring is op zich vrij eenvoudig. Dat heeft te maken met het feit dat er in de periode van de herfstvakantie heel weinig gevallen werden vastgesteld bij jonge kinderen. Ondertussen zijn de scholen weer opnieuw opengegaan. Er wordt wat meer getest en men vindt meer gevallen. In absolute aantallen gaat het niet om zeer veel gevallen, maar omdat we van een zeer laag niveau komen, lijkt die stijging spectaculair, 34%. Maar dat is komende van een heel klein aantal besmettingen. En zelfs op dit moment, ondanks die stijging, ligt de besmettingsgraad bij kinderen tussen de 0 en de 9 jaar nog steeds bijna 3 maal lager dan dat bij andere leeftijdscategorieën. Ook wanneer we kijken bijvoorbeeld naar leerkrachten in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs, dan ligt de besmettingsgraad bij leerkrachten niet hoger dan in de rest van de bevolking. Dat is eerder vergelijkbaar met het cijfer bij de algemene bevolking. Aan het testbeleid is op zich niets specifiek veranderd. Er wordt iets meer getest in vergelijking met de herfstvakantie, maar dat is ook niet zo spectaculair veel meer. We zien wel dat die stijging van het aantal positieve kinderen vooral terug te vinden is bij kinderen die getest werden omwille van een hoog risicocontact. Het gaat dus om kinderen zonder symptomen. De reden waarom zo'n kind getest wordt, is meestal omdat er dus een hoog risicocontact is geweest, vaak bijvoorbeeld met een van de ouders in de familie. Dat kan ook op school zijn, maar we weten van de CLB's dat de meeste besmettingen die op school worden vastgesteld te herleiden zijn tot een contact in de familie of in het gezin. La plus forte augmentation du nombre d'infections concerne toujours les enfants de 0 à 9 ans. À quoi est-ce dû? Cela a-t-il un rapport avec la nouvelle stratégie de testing? Alors effectivement, après les vacances de Toussaint, il y avait peu de cas dans la communauté, peu de cas chez les enfants aussi. Et on a testé un certain nombre de personnes, on a changé la capacité de testing. Actuellement, il faut bien insister sur le fait que les cas retrouvés chez les enfants, s'ils paraissent importants en pourcentage d'augmentation par rapport aux reprises des cours après la vacance de Toussaint, restent en absolu un petit nombre. On l'a déjà signalé durant la conférence de presse. Il concerne à peu près ces enfants 3 fois moins que les autres tranches d'âge comparables. Et donc le nombre de cas absolus reste extrêmement faible. Il faut souligner aussi que chez les professeurs, par exemple, et tout spécialement dans la région wallonne, on se trouve devant un pourcentage de personnes porteuses du virus qui est du même ordre de grandeur que la population générale des mêmes tranches d'âge, sans que la situation ne s'y soit spécialement emballée. Il y a eu un peu plus de testing, ça c'est clair, avec entre autres l'ouverture vers les cas à haut risque, les contacts à haut risque après les vacances de Toussaint. Et on a un peu de cas qui sont liés effectivement à ce dépistage des contacts à haut risque, que les enfants sont essentiellement après contact par rapport à leurs parents qui sont dépistés comme étant positifs avec des symptômes cliniques par exemple. Il est clair qu'il peut y avoir une transmission au sein des écoles, mais elle semble peu importante par rapport à la transmission au sein du groupe, au sein du foyer familial.
La stratégie de testing sera-t-elle ajustée dès que les vaccinations commenceront? Alors la réponse est non, et elle est non essentiellement pour deux grandes raisons. D'une part, ces vaccins ont beau être excellents, on en a déjà parlé, avec une protection de l'ordre de plus de 90% pour ceux qui vont arriver dans les semaines qui viennent, elle n'est pas de 100%. Et donc cela n'exclut pas que quelqu'un puisse faire une infection, même si cette personne est vaccinée. Dans le même ordre d'idée, nous avons maintenant une protection importante connue pour les semaines qui suivent la deuxième injection du vaccin, mais nous ne connaissons pas encore la durée de cette protection. Est-ce qu'au bout de 2 mois, 4 mois, 6 mois, le vaccin ne sera pas moins efficace chez les personnes en question? Est-ce qu'elles ne pourront pas refaire des infections à ce moment-là? On ne le sait pas. Donc il faudra toujours tester les personnes qui ont été vaccinées. Et la deuxième raison, c'est que la personne en question, vaccinée, si elle est en contact à haut risque, devra elle aussi être testée parce qu'on ne connaît pas actuellement l'importance de la protection que le vaccin donne sur le portage du virus, indépendamment de la protection vis-à-vis de la maladie elle-même. Et c'est très important pour définir si ce vaccin en santé publique est une bonne barrière, donne cet effet de code de maille, de protection de cohorte dont on parle vis-à-vis des autres personnes qui seraient, elles, fragiles à l'infection. Ne sachant donc pas la durée de la protection par rapport à la maladie, ne sachant pas la protection par rapport au portage, il restera, que ce soit sur base de symptômes cliniques ou que ce soit dans le cadre d'un contact à haut risque, important de tester aussi les personnes vaccinées. Zal de nieuwe teststrategie worden aangepast zodra de vaccinaties beginnen? Wel, in eerste instantie zal er geen aanpassing zijn aan het testbeleid of aan de te volgen maatregelen. Het testbeleid is nodig om een snelle identificatie te doen van personen die het virus dragen, die besmet zijn met het virus, zodanig dat men aan contactopsporing kan doen en eventuele quarantaine. We moeten immers nog heel veel leren wat het vaccin al dan niet gaat kunnen verwezenlijken. We weten ondertussen dat het duidelijk kan beschermen tegen ziekte. En die bescherming kan hoger dan 90% zijn. Dat blijkt uit die verschillende klinische studies. Maar het wil niet zeggen, omdat men beschermd is tegen ziekte, dat men misschien toch geen drager kan zijn van het virus, ook al is men gevaccineerd. Daar hebben we op dit moment gewoon nog te weinig gegevens over. Dit gaan we moeten leren naarmate het vaccin uitgerold wordt en naarmate er meer data beschikbaar zijn. We weten ook nog onvoldoende of dat die bescherming ook heel langdurig gaat zijn. Dat zijn zaken die we ook moeten opvolgen op het terrein. Dat betekent dat wanneer men gevaccineerd is, men mogelijk misschien, zonder dat men het beseft, toch het virus kortstondig draagt en kan doorgeven aan iemand die nog niet gevaccineerd is. En dat zou een risico zijn. Vandaar dat in eerste instantie de regels rond testen, quarantaine niet kunnen veranderd worden. Betreft algemeen de maatregelen is het ook zo dat in het begin, in die eerste weken, maanden van de vaccinatiecampagne, de algemene vaccinatiegraad in de bevolking te laag zal zijn om op basis daarvan maatregelen aan te passen. Groepsimmuniteit, ja, daarvoor heb je minstens 70% immune mensen nodig, minstens 70% van de mensen die gevaccineerd moeten zijn. Daar zitten we nog ver van. Het is wel zo dat naarmate de vaccins meer en meer gaan uitgerold worden, dat het steeds makkelijker zal worden om het virus te controleren. Minder mensen zullen ziek worden, minder mensen zullen getest moeten worden. En uiteindelijk zal het dus wel eenvoudiger gaan en zullen er ook minder mensen in quarantaine moeten gaan. Oké, dat waren de vragen van de journalisten. Ik denk dat iedereen beseft dat de komende dagen anders gaan verlopen dan we gewoon zijn. Dat dat eenmalig is. Maar ook met het respecteren van de maatregelen kunnen het warme en fijne feestdagen worden. En op deze manier zetten we samen een belangrijke stap richting een veilig en vooral beter 2021. Ik wens jullie dus een prettig eindejaar. Maar ondanks de feestdagen gaan de persconferenties volgende week ook nog door.
En hebben we maandag afspraak om 11 uur voor een nieuwe stand van zaken. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le lundi à 11 heures. Bon week-end.